Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de commencer cette grande journée spéciale créateur d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être très bien accompagnée, vous allez le voir, par Cynthia Bogiro. Et on va vous raconter pourquoi on a, en tant que créateur, tout un tas d'erreurs qui sont faites à 90% du temps, qui sont des erreurs classiques et qu'on va essayer de vous faire éviter au travers de cette conférence. Alors, juste avant de commencer, on va vous laisser vous installer un petit peu. Dites-moi juste à main levée, est-ce que quelqu'un est chef d'entreprise déjà établi? Ok. Est-ce que certains parmi vous êtes salariés, esthéticiennes ou praticiennes dans notre secteur? Et qui parmi vous, je pense que c'est la thématique du jour, les mains vont se lever, qui parmi vous ont un projet de création, alors attention, petite subtilité, dans les 6 mois qui arrivent? Ok. Dans l'année, d'ici fin, ok. Dans les 2 à 5 ans? Ok, très bien. La question du temps, je vous la pose parce qu'elle est importante et on pourra y revenir un peu plus tard. Alors pourquoi on a choisi de parler de création? Parce que en fait, depuis 2015, nous accompagnons les spa managers et les chefs d'entreprise de centres beauté bien-être et on les suit quotidiennement dans leur évolution, dans leur développement. Notre spécialité, nous, c'est de pouvoir les accompagner sur les 4 axes qui font les compétences de chef d'entreprise et de manager: la rentabilité, le management, le marketing et le parcours client qui vient optimiser les ventes et optimiser la fidélisation. Alors donc tous les jours, on est auprès des gérantes qui sont déjà établies, mais on accompagne aussi des porteurs de projets de création. Et donc beaucoup de ces gérantes qu'on accompagne, notamment celles qui existent depuis déjà un petit moment et qui ont envie de reprendre toute la partie vraiment business, nous disent: mais j'aurais vraiment dû vous appeler avant d'ouvrir. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on a déjà les clés plutôt que de le faire une fois qu'on est établi et de refaire machine arrière ou refaire un 360. Donc on s'est dit que pour une fois, on allait dédier une journée spécialement pour les porteurs de projets de création, puisqu'on sait qu'aussi dans l'évolution de notre secteur, on a de plus en plus d'envie de se lancer, de créer, de racheter des centres existants ou de partir à zéro. Donc on va regarder un petit peu comment ces gérantes, comment vous, en tant que porteur de projet de création, vous allez pouvoir vous donner ces clés et donner cette chance-là. Et pour animer ce sujet, je suis accompagnée de Cynthia. Cynthia qui est coach formatrice au sein d'Expertise Spa Bien-être. Et Cynthia, sa spécialité, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets. Pourquoi on a choisi de s'entourer de Cynthia? C'est parce que Cynthia a gérer un centre beauté et elle va vous raconter justement toute son expérience, par quoi elle est passée depuis la création de son centre et jusqu'à aujourd'hui en accompagnement de ses chefs d'entreprise. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous partager cette expérience parce que j'ai été à votre place il y a près de 10 ans maintenant. 10 belles années qui se sont écoulées et au moment en fait de créer ma structure, bien forcément, j'étais pas préparée efficacement avec les bonnes formations. Alors évidemment, j'ai fait un diplôme d'esthétique, comme tout le monde, parce qu'on est obligé d'en passer par là pour exercer nos métiers d'esthéticienne. Cependant, quand il a fallu ouvrir, créer la structure, eh bien, j'ai fait face à un certain nombre de difficultés et évidemment, j'ai fait des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. Donc l'objectif en rejoignant l'équipe d'Expertise Spa Bien-être, c'était de pouvoir partager cette expérience et en amont du projet, de pouvoir vous accompagner à éviter ces erreurs. On en a listé une dizaine qui sont des erreurs fréquemment rencontrées et qui peuvent coûter très cher tout au long de la vie de l'entreprise au quotidien, dans votre gestion, dans vos choix. Mais du coup, avant de passer à ces erreurs, je vais un petit peu planter le décor et vous teaser un petit peu mon histoire. Alors, je ne vais pas tout reprendre à partir du moment où j'ai eu mon diplôme d'esthétique. Je vais repartir vraiment au moment où j'ai créé ma structure. À ce moment-là, en fait, j'étais
j'étais plus forcément à travailler dans l'esthétique parce que j'ai un peu rebondi après mes études à faire différentes choses et j'étais à temps partiel dans un cabinet d'assurance. Donc rien à voir avec l'histoire d'esthéticienne, mais évidemment, j'ai pas fait un BTS pour rien. L'idée, c'était de pouvoir m'installer et puis à plus long terme d'être formatrice, donc ce que je suis aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir faire ça avec vous. Et à ce moment-là, voilà, j'étais dans mon cabinet d'assurance, mais j'intervenais aussi en freelance dans un salon de coiffure, puisque j'avais un auto-entrepreneur à ce moment-là. Et puis un matin, je me suis dit, bah tiens, je vais partir à la recherche d'un local. Parce que, bon, les assurances, c'est bien, mais je n'ai pas fait tout ça pour rester collaboratrice d'agence à faire signer des contrats d'assurance. Ça m'a servi pour la suite, pour faire mes choix. Et ceux-là n'ont pas fait partie d'erreurs que j'ai pu faire. Et donc, je suis partie à la recherche de mon local. Et puis, un petit peu comme tout le monde, voilà, je cherche, je trouve mon local. Et puis après, je me mets à réfléchir à la déco, aux marques, à ce que je vais pouvoir un petit peu faire de tout ça dans ce local. Et puis, bon, j'avais quand même quelques atouts avec moi, c'est-à-dire que j'avais mon papa qui est toujours artisan dans le bâtiment. Donc, sur cette partie-là, conseils, travaux, optimisation des budgets sur ce point-là, c'était plutôt efficace. Et puis après, comme il était à son compte, il avait un comptable, donc je l'ai consulté, il m'a accompagné pour choisir le statut de l'entreprise. Il m'a fait mon budget prévisionnel en fonction des devis que j'avais pu un peu glaner au sein des marques, auprès des partenaires pour les travaux, les aménagements, les équipements, etc. Et puis me voilà arrivée à la banque, un peu la fleur au fusil. Voilà, j'ai besoin de 20 000 € pour démarrer mon activité. Et j'espère que vous allez pouvoir me faire confiance. Bon, bah ok, j'ai décroché du coup 2 prêts, donc j'ai fait mon choix. Et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça, mais finalement, dans ce démarrage d'histoire, déjà rien qu'à ce stade, et j'avais pas encore tourné la clé de ma boutique, j'avais fait 3 erreurs capitales qui m'ont un petit peu embêtée par la suite. Première chose, le choix du statut de l'entreprise. Puisque le comptable m'a recommandé de me mettre en entreprise individuelle. Donc on verra plus tard pourquoi potentiellement ça peut causer un souci. Deuxième point, je n'ai emprunté que 20 000 €. Alors après, suivant la taille du projet, les besoins, le montant s'adapte en fonction de ce que vous avez à faire. Mais là, pour le coup, il ne m'a pas fait emprunter la partie trésorerie. Donc j'ai démarré sans BFR. Sans projet de se payer éventuellement relativement rapidement. Donc, deuxième chose. Et puis, troisième chose, finalement, je me suis rendu compte que j'ai ouvert un peu un centre parmi tant d'autres. Je n'ai pas vraiment réfléchi à ma stratégie marketing, à quel client je voulais attirer à moi. Et puis, j'ai ouvert un peu en imaginant que j'allais avoir une queue de 10 personnes devant ma boutique dès le premier jour. Voilà. Donc ça... C'était l'expérience que je voulais un petit peu partager avec vous parce que finalement, c'est pas vraiment banal en fait l'histoire que je suis en train de vous raconter. La plupart d'entre nous fonctionnent comme ça parce qu'il y a ce côté envie de développer son propre projet, d'être à son compte, d'être son propre patron, de choisir ses horaires, son temps de travail, les marques avec lesquelles on a envie de travailler. Et puis en fait, on réfléchit pas vraiment à tout ce qu'il y a à côté et qui pour autant, si on veut durer efficacement, pouvoir se rémunérer, prendre du plaisir dans le travail qu'on va faire, eh bien, c'est un certain nombre d'éléments en fait, finalement, qu'il faut anticiper. Donc c'est ces fameuses 10 erreurs qu'on a listées pour vous et qu'on va pouvoir un petit peu détailler pour justement vous permettre de les éviter. Alors on va passer en revue justement ces 10 erreurs. Et on reprendra ensuite vraiment les étapes qu'il faut absolument penser et prévoir avant même d'ouvrir votre centre. Et on se laissera un petit temps à la fin de cette conférence pour échanger sur vos questions-réponses. Je pense que vous en aurez sûrement, certainement. Donc on se laissera suffisamment de temps pour pouvoir y répondre au travers de cette conférence. Alors Cynthia, quelles sont justement les 10 erreurs à absolument éviter ?
Alors, donc, la première erreur serait de commencer son projet en choisissant l'ambiance, la déco, tel votre fil rouge, votre point de départ. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu la partie fun, hein. Quand on rêve de son centre et de sa boutique, bien, parfois on fait des rêves la nuit et puis on s'imagine avec un superbe mur de telle couleur, de telle texture, avec le super lit électrique qui fait rêver, et puis la façon dont on va pouvoir chouchouter, bichonner nos clients. Mais finalement, vous allez voir que ça ne sera pas la première étape justement de votre projet, mais plutôt l'une des dernières. Donc l'objectif, c'est de vraiment pouvoir vous recentrer et de d'abord savoir ce que vous voulez véritablement pour votre centre. Et la décoration, l'ambiance, sera un outil qui vous aidera à raconter votre histoire et pas un point de départ pour votre projet. Donc ça, c'est la première erreur que généralement on fait, tout simplement par passion, par envie, par émulation, l'envie d'y être, parce que c'est l'image concrète que l'on se fait de son centre. Mais voilà, petite recommandation, si pour le coup, vous pouvez noter, ce sera cette première erreur à ne pas faire pour vous faire gagner du temps sur toute votre stratégie marketing dans un temps 2, finalement. La deuxième erreur... Deuxième erreur, et là peut-être on va en faire sourire certains dans la salle, c'est de penser que le choix de votre marque est la deuxième étape. La plupart du temps, en fait, dans les accompagnements qu'on peut faire chez ESBE, les premières questions que je pose en coaching, c'est bon, voilà, vous en êtes où justement dans votre projet? Ah, super, j'ai trouvé la marque. Ok. Mais pour quelle raison? Pourquoi cette marque? Pourquoi on a choisi cette marque? Oh, j'adore les textures, les produits. Cette marque, elle est super. Elle m'a envoyé plein de petits produits. J'ai pu tester. C'est trop beau. Ok. Mais donc, au même titre que l'ambiance et la déco, la marque partenaire, finalement, doit être un outil pour raconter votre histoire et pas, à nouveau, le point de départ de votre projet. C'est-à-dire que nous, dans notre conception et nos accompagnements, on vous fait avant tout réfléchir à qui vous êtes, ce que vous voulez pour votre centre, l'émotion, l'expérience que vous avez envie de faire vivre à votre client. Et à la fin de tout ça, on va rechercher la marque qui va vous aider à raconter cette histoire. Et finalement, par rapport parfois à la stratégie marketing, les clients que vous avez envie de cibler, eh bien, il faudra une certaine marque par rapport à votre positionnement aussi, marketing. Est-ce que je suis moyen de gamme? Est-ce que je suis haut de gamme? Est-ce que je veux de l'évasion? Est-ce que je veux de la technicité? Eh bien, il faudra piocher la marque qui vous aidera à accomplir cette mission. Donc là, maintenant qu'on a dit ça, je pense que vous avez compris le chemin qu'on a envie de vous faire prendre pour justement éviter cette deuxième erreur et de choisir finalement votre marque presque en dernier. Donc on va repenser la situation à l'envers. Donc ça, c'était la deuxième erreur, de choisir votre marque quasiment dans les premières étapes. Sur ces deux premières erreurs, en fait, ce que vous travaillez avec le choix de votre local et le choix de vos marques, c'est ce qu'on appelle l'image de marque. Et vous ne pouvez pas commencer par travailler votre image de marque si vous ne savez pas quel est votre concept et à qui vous allez raconter cette histoire-là. Donc il y a toute une partie vraiment qui a travaillé en premier lieu. La troisième erreur, ça, ce sont des erreurs plutôt du côté d'investissement. Faites très attention. Et ça, c'est... Voilà, on a eu les tout derniers là, projets de création. On a fait machine arrière totale. La créatrice pensait investir dans tel et tel et tel appareil. Et en posant vraiment ces investissements chiffrés, vous vous rendez compte, finalement, quel est le retour sur investissement que je vais pouvoir obtenir de ces appareils. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance absolue. Cynthia accompagne vraiment les porteurs de projets de création, mais moi, j'accompagne les gérantes qui existent depuis un petit moment. Et comme je vous disais, parfois, je comprends que pour elles, ça serait plus facile de faire ça dès le départ. Parce que quand on a une gérante qui arrive, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'elle est là, elle a des équipements qui ne sont pas rentabilisés, le travail derrière est beaucoup plus important et beaucoup plus long. Alors que si dès le départ, vous savez
quels appareils vous allez investir, comment vous allez les rentabiliser. Si par la suite, vous avez envie d'investir dans d'autres technologies, en fait, ça ne vous aura pas mangé toute votre trésorerie et vous aurez en fait une santé financière qui va vous permettre ce développement-là. Mais c'est très très important, ça c'est vraiment un message auquel on tient. N'investissez dans rien si vous ne savez pas calculer votre retour sur investissement. Petit point de vigilance particulier pour tous ceux qui ont des projets d'ouverture de spa avec les équipements aquatiques. Calculez vraiment, vraiment bien, vous, par rapport à vos charges, pas par rapport à ce que vont vous dire les équipementiers, parce que bien sûr, vous allez avoir besoin de leurs chiffres, mais il faut tout recalculer pour vous, votre local et votre projet. Deuxième erreur aussi par rapport à la partie financière, c'est penser que c'est bon, je vais ouvrir, je ne vais pas avoir besoin de salaire, je vais faire, alors du même style, on a, je peux travailler du lundi au samedi de 9h à 19h, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Oui, ça fait. Vous pouvez absolument le faire, on ne remet pas du tout en question cette capacité physique, sauf qu'en fait, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que si vous créez une entreprise, c'est pour déjà vous rémunérer, éventuellement, si vous avez des équipes, pouvoir les rémunérer et les rémunérer aussi à leur juste valeur, et dégager un bénéfice, parce que c'est aussi à partir de ce bénéfice que vous allez pouvoir faire évoluer votre entreprise, réinvestir, verser des primes, investir dans de la formation ou d'autres appareils pour développer l'activité financière. Parce que si vous pensez dès le départ, effectivement, peut-être que on a des porteurs de projets de création qui bénéficient de l'ACRE au démarrage, donc ça c'est sûr qu'on a une bonne marge de manœuvre pendant quelques mois et c'est non négligeable. Mais nous, on vous fait vraiment travailler sur votre prévisionnel budgétaire qui sera présenté à la banque. On vous le fait travailler en mettant vraiment le salaire, mais un vrai salaire, pas un petit bout de salaire. Un vrai salaire de chef d'entreprise qui vous rémunère à la hauteur de votre investissement de temps, de vos responsabilités et de votre implication. Et ça, c'est très important parce que ça va aussi entretenir votre état d'esprit. Parce que le nombre de gérantes, encore une fois, qu'on accompagne avec ce stress financier qui est là et qui est très lourd et très pesant, encore plus pour celles qui ont des équipes aujourd'hui, voilà. Faisons un petit peu machine arrière et reposons les choses dans l'ordre. Cinquième erreur, j'adore celle-ci. Pensez que votre prévisionnel comptable va être suffisant pour monter votre dossier financier. Alors, petit rappel, ce prévisionnel comptable, c'est un document qui est obligatoire, qui est recommandé d'avoir quand on va chercher du financement, auprès des banques notamment. Sauf que, comment est fait ce prévisionnel comptable ? Vous allez aller voir votre comptable, vous allez lui dire, voilà, j'ai tel projet, j'ai tant à investir, j'estime mes charges à temps, j'estime mon chiffre d'affaires à temps. Et lui, il va juste prendre les informations que vous lui communiquez et il va les mettre dans les bonnes cases et vous générez ce document. Vous allez ensuite présenter ce projet, donc les banquiers sont habitués à lire des prévisionnels comptables. Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a travaillé ses budgets plus le prévisionnel comptable par rapport à quelqu'un qui n'a juste son prévisionnel comptable, c'est tout le discours. Vous allez devoir vendre votre projet auprès des financiers pour avoir vos supports, vos soutiens, vos prêts. Et donc, il va falloir expliquer comment vous allez générer votre chiffre d'affaires. Pourquoi vous prévoyez tel taux d'occupation à l'ouverture. Au bout de combien de temps, au vu de votre activité marketing, vous allez pouvoir avoir cette progression des taux d'occupation, connaître tous les ratios, la ventilation de mes charges par rapport au chiffre d'affaires que j'estime, et de pouvoir avoir ces plans sur les 6 premiers mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et tous les porteurs de projets de création qu'on a accompagnés sur cette phase de prévisionnel budgétaire, elles ont toutes décroché leur financement avec les félicitations de la banque, parce que les banquiers leur disent « mais on n'a jamais eu quelqu'un qui sait maîtriser ces chiffres à ce point-là ». On a aussi toute une partie de créatrices qui ont décroché des prêts de région, des financements. Et au départ, elles ne s'étaient pas lancées dans ces choses-là. Non, je vais déjà prendre la banque... parce que demander des financements auprès des régions, c'est
faire une présentation, soutenir votre projet, parler devant un jury, c'est assez impressionnant. Mais le fait d'avoir, vous, travaillé en amont cette connaissance des chiffres, vous avez quand même une marge de confiance et une marge de manœuvre qui est largement agréable. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, encore une fois, ne reposez pas tout sur votre comptable. Ce n'est pas votre comptable qui doit vous dire si oui ou non vous devez prendre tel local avec tel loyer. Ce n'est pas lui qui va vous dire si oui ou non vous prenez telle machine. Ce n'est pas lui qui va vous dire oui ou non investissez dans tel appareil ou dans telle marque. C'est vous qui prenez les décisions parce que vous connaissez les chiffres et vous savez ce que vous faites. La 6e erreur, c'est de penser qu'on peut tout faire tout seul pour économiser de l'argent. Alors là, du coup, j'aime bien couper cette erreur en deux, parce que tout faire tout seul, alors oui, c'est possible, hein, évidemment, parce qu'en plus, on pense que c'est nous un peu l'instigateur, le créateur de ce projet, et que voilà, j'ai tout dans ma tête, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et si je le fais moi, ça ira plus vite et ce sera mieux fait. Mais finalement, si on le fait en plus pour économiser de l'argent, on peut voir qu'à long terme, ça ne sera pas forcément une bonne solution. Alors pourquoi ? Parce qu'à force de tout vouloir faire tout seul, alors surtout si on travaille en équipe, déjà l'équipe peut se sentir un peu mise à l'écart, pas forcément impliquée dans le projet. Donc ça, c'est une première problématique. Mais si on doit le prendre du point de vue du chef d'entreprise, du gérant, je fais tout seul. Je charge, je mets un sac à dos, 2 sacs à dos, 3 sacs à dos, avec des briques dedans que je rajoute. Et puis au bout d'un moment, le sac à dos, il devient quand même un petit peu lourd. Et puis, à force de ça, on peut se retrouver fatigué, marre, malade, devoir m'arrêter. Pour combien de temps, parfois, on ne sait pas. Il y a de nombreux gérants qu'on accompagne qui, parfois, sont à la limite du burn-out. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous protéger, de trouver une organisation qui vous permette de vivre sereinement votre quotidien de chef d'entreprise. Une fois de plus, d'y prendre du plaisir parce que c'est tellement de temps, d'investissement humain, d'investissement financier, que l'idée, c'est que vous puissiez vous préparer à faire un marathon et finalement pas un sprint et d'apprendre finalement à déléguer. Alors déléguer, on se dit « Ah oui, mais bon... » Voilà, une fois de plus, si je le fais moi, je n'ai pas besoin de perdre de temps à expliquer, je n'ai pas besoin de former en fait, une personne de mon équipe pour faire ça, parce que moi je sais le faire, et puis après tout, c'est moi qui l'ai créé, ça ira plus vite. Voilà, à choisir, parce qu'avec le recul, et sur une période d'ailleurs, ça m'est arrivé, hein, je me suis retrouvée à devoir m'arrêter sur 3 semaines de période, comme ça. Eh bien là, on n'a pas de plan B, l'équipe, elle ne sait pas tout est rangé, comment faire, qui va pouvoir faire quoi. Et s'arrêter 3 semaines, ça coûte beaucoup d'argent. Et peut-être beaucoup plus d'argent que d'avoir anticipé, à former, à déléguer à son équipe, à déléguer peut-être en externe, une freelance, en administratif, qui va peut-être pouvoir vous faire les rapprochements bancaires, parce que franchement, c'est pénible. Et peut-être bien qu'elle va le faire en 1 heure, vous allez le faire en 2 heures. C'est vraiment pas une mission très fun. Peut-être qu'en investissant justement 1 heure sur un accompagnement freelance administratif, si on travaille seul par exemple, eh bien, ça peut me permettre de me dégager ces 2 heures qui sont vraiment très pénibles dans ma semaine et utiliser ces 2 heures à faire autre chose qui serait bien plus productif. Travailler mon marketing, mon calendrier, ou me reposer. Ah oui, profiter avec mes enfants, aller faire le sport, le yoga, la gym, enfin ce que vous voulez, vos courses, et arrêter en tout cas de faire un certain nombre de choses potentiellement le soir après la fermeture ou le samedi, le dimanche, pendant les vacances, parce que ça c'est quelque chose de très 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 récurrent et c'est juste pas possible pour pouvoir justement faire ce fameux marathon qui vous attend en tant que gérant de structure. Et surtout, à nouveau, une fois de plus, y prendre du plaisir. Ça peut être le ménage aussi, par exemple. Franchement, c'est pas très agréable de faire le ménage. Et pour autant, on pourrait prendre une structure extérieure qui vous fasse le ménage quand vous êtes fermé le soir, le week-end. Et quand vous arrivez, ça sent bon, c'est propre, c'est magique.
Et moi, j'ai fait autre chose de beaucoup plus intéressant et productif à côté, que ça soit professionnel ou personnel, évidemment, parce qu'on sait très bien que parfois on a un peu du mal à faire la balance entre le perso et le pro. Donc c'est justement un petit peu l'occasion d'éviter cette erreur-là, de penser que de tout faire soi-même, ça permet d'économiser de l'argent. Parce que l'ostéopathe, ça coûte cher, le psychologue, ça coûte cher, les arrêts maladie, ça coûte cher, surtout suivant le statut que vous avez choisi. Il n'y a pas d'arrêt maladie possible, donc c'est 100% pour vous. Donc c'est un mauvais raisonnement que de penser que de tout faire tout seul, c'est économiser de l'argent. Alors cette clé-là, c'est peut-être que quand on est en projet de création, on a les fusions, on se dit non mais c'est bon, je vais le faire. C'est comme les horaires, je peux travailler de 9h à 19h, 6 jours, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une prévention sur le long terme. Parce que nous, avec tout ce qu'on a vécu aussi ces dernières années, les chefs d'entreprise, c'est très très lourd à porter. Je parlais du sac à dos, c'est devenu de plus en plus lourd. Donc si déjà on peut vous passer cette petite graine en disant trouvez cet équilibre dans votre projet professionnel pour que vous ayez des moments pour vous ressourcer au niveau personnel et que votre projet professionnel vienne nourrir votre vie personnelle. C'est dans ce sens-là que ça se passe et pas à l'inverse. Pas dans l'autre. Sinon ça peut être... En l'anticipant, parce qu'une fois plus, comme disait Tiffaine tout à l'heure, là, vous avez la chance d'être justement en phase de création. Et c'est le moment pour vous de vous poser les bonnes questions et de poser les bonnes fondations de ce projet. Et une fois de plus, typiquement sur ce genre de choses, et d'ailleurs sur toutes les erreurs qu'on peut faire, c'est très difficile de revenir en arrière quand on prend l'histoire après, changer les habitudes de travail. C'est « Ah mais non, mais mon Dieu, mais je ne peux pas sortir de la cabine, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le déléguer, c'est pas possible. » Alors que si on l'anticipe et qu'on le réfléchit en amont, ça devient en fait votre normalité. À retravailler après par la suite en faisant des ajustements. Mais il vaut mieux démarrer avec une normalité qui soit confortable plutôt que s'engager dans une normalité qui, dans le futur, va vous causer plus de problèmes que de bons moments, en fait. 7e erreur. 7e erreur, comptez sur les formations de marque pour vous apporter toutes les clés pour vendre vos produits. Ça, c'est un sujet que j'aime bien. J'ai été formatrice de marque avant de rejoindre Tiffaine sur un autre moment de ma vie. En fait, finalement, quand vous avez choisi votre marque, vous vous faites former à vos produits de marque. Bien souvent, c'est une formation technique de soins. Vous allez passer 1 semaine, 2 semaines de formation, 3 semaines, parfois plus, suivant les marques partenaires que vous choisissez. Et vous allez en fait passer un marathon de j'apprends mon soin du visage, mon soin du corps par cœur pour être la meilleure esthéticienne de cette marque partenaire. Mais l'idée, en fait, quand vous prenez quand même une marque partenaire, c'est de pouvoir faire aussi, puisqu'on l'a prévu dans le budget prévisionnel, de faire aussi des ventes. C'est quand même un petit peu le but. C'est une partie quand même de votre levier de rentabilité dans cette histoire. Et finalement, vous n'apprenez pas en fait à vendre vos produits. Vous allez apprendre des connaissances techniques sur les produits pour pouvoir parler de vos produits, mais vous n'allez pas apprendre comment, dans votre prise en charge client, parler de vos produits, à quel moment je dois en parler, comment est-ce que je peux clôturer ma vente. Et donc tout ça, c'est nous ce qu'on appelle le parcours client. On va l'intégrer de façon très subtile et élégante, de façon à ce que vous puissiez vendre vos produits efficacement à l'issue de ça. Donc oui, formation de marque, il faut faire, évidemment, pour connaître ses produits, parce que proposer un produit, vendre un produit qu'on ne connaît pas, qu'on ne vit pas, qu'on n'a pas intégré, c'est pas possible. Mais il faut aussi penser à intégrer dans votre projet de création un moment où vous allez travailler votre parcours client, votre façon de vendre vos produits pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de vente, de pourcentage retail dans le tableau de bord de gestion et finalement arriver à décrocher ce petit levier de croissance en termes de chiffre d'affaires autour de vos produits de vente. Et en plus, franchement, c'est pas très agréable d'avoir des produits sur les étagères, de faire la poussière dessus toutes les semaines, de nettoyer les testeurs tous les matins et de pas les vendre. L'idée, c'est de pas avoir le temps de faire la poussière dessus et qu'ils partent. Au-delà même de l'aspect que financier, aujourd'hui, nous, l'approche qu'on a, c'est que alors, le mot vente qu'on remplace par recommandation, ça fait partie intégrante de l'expérience client. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas justement cette prise en charge et ce parcours client qui est travaillé, finalement, vous êtes des techniciennes qui effectuent des prestations
il n'y a pas la valeur ajoutée de cette relation client. Et le client ne voit pas la valeur que vous avez à faire le diagnostic, à lui recommander ce qu'il lui faut. On n'est pas en train de pousser à la vente, mais d'avoir cette perception qui soit complètement différente. Donc quand on parle de vente, nous, c'est vraiment dans l'expérience client. Et c'est au travers de cette expérience client que vous allez fidéliser véritablement vos clients. Sinon, des très bonnes techniciennes, il y en a beaucoup. C'est quoi votre différence? La 8e erreur. C'est de penser que d'avoir été salarié en SPA ou un institut, et tout à l'heure on a eu des mains qui se sont levées, est finalement suffisant pour comprendre le métier de chef d'entreprise. Alors pour être salarié dans l'esthétique, on a passé un diplôme, un CAP, un BP, un BTS, voilà, peu importe le cursus que vous avez choisi. Et puis on exerce pendant quelques temps au sein d'une structure, que ce soit un institut, un SPA, une thalasso, peu importe. Et puis à un moment donné, voilà, d'ailleurs comme moi à l'époque, je me suis dit allez, je me lance et je crée mes opportunités. Et en fait, on s'aperçoit très vite, d'ailleurs même au moment d'aller à la banque pour décrocher son prêt, que finalement, métier d'esthéticienne, ça suffit absolument pas. Donc, c'est pas un métier. En fait, on a été formé pour un métier d'esthéticienne. Mais finalement, vous en exercez 4, voire 5. Dans la même journée. Dans la même journée. Après, ça dépend de l'organisation. Parfois, on peut un peu sectoriser. Mais oui, dans la même journée, potentiellement, vous êtes à la fois gestionnaire, la partie financière, commercial, parce qu'il faut se vendre. Il faut vendre sa structure pour gagner des clients, trouver des partenaires, faire un peu de networking. On est aussi marketeur, parce qu'il faut vendre son image, travailler un peu les réseaux, votre calendrier marketing, programmer vos petites publis sur les réseaux sociaux. Et puis, on est aussi leader, si vous travaillez avec une équipe. Et ça, pour le coup, c'est pas toujours inné. Donc, pour le coup, moi, à l'époque, je me suis très vite rendu compte que il allait falloir un petit peu se secouer pour pouvoir accomplir toutes ces missions efficacement. Et là, la clé, vraiment, c'est de se former, de se faire accompagner pour pouvoir accomplir toutes ces missions telles que vous devez l'accomplir pour que ça puisse durer correctement. En fait, typiquement, moi, je pensais qu'au départ, le comptable allait m'apporter beaucoup de réponses. Et à part une fois par an pour faire le point sur le bilan et puis soit se faire gronder, soit se faire féliciter et puis noter sur un petit papier la régule d'URSSAF que j'allais recevoir. Je n'avais pas vraiment d'outils pour pouvoir répondre à tout ça. Donc voilà, vraiment, faut anticiper en fait cette partie-là pendant toute la phase de création du projet pour pouvoir ouvrir sereinement et s'organiser au mieux et faire en sorte de pouvoir changer de casquette facilement, efficacement, pour que vous puissiez réussir. Là où, en fait, il y a encore quelques années, on pouvait très bien, avec le diplôme esthétique, ouvrir un centre et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu impossible. En tout cas, impossible si on veut vraiment tenir sur le long terme. Donc, vraiment, vous êtes, en tant que chef d'entreprise, avec 2 gros pôles, votre partie technique, artisan, et la partie gestionnaire. Et ça, c'est devenu indispensable. 9e erreur, vous restreindre dans votre projet en pensant que c'est plus raisonnable si je commence petit et puis après, au fur et à mesure, je vais grandir. Alors, on en arrivera peut-être à ces étapes au fur et à mesure, je suis d'accord avec vous. Mais ce que nous, on vous fait travailler, c'est sur ce qui s'appelle la vision. Et la vision, c'est la clé de départ d'absolument tout. Et si votre vision, vous vous dites, en fait, j'aimerais bien faire ça, mais c'est pas possible, alors je vais pas faire ça, je vais... Voilà. Au fur et à mesure, en fait, votre vision, elle est écrasée, elle est floue, elle est diluée. Sauf que si votre vision n'est pas claire, précise, factuelle, elle se passera pas. Donc d'abord, on vous fait travailler sur cette vision qui n'est pas l'exercice le plus facile. Non. C'est pas, on ne va pas vous demander, alors c'est quoi votre vision? En général, c'est on propose une réponse et puis après, on vient creuser. Ça peut prendre parfois des mois, voire des années.
mais la vision, c'est vraiment importante. Et enfin, la 10e erreur, ne sous-estimez pas l'importance du leadership pour ceux et celles qui ont envie, peut-être pas au début, mais un jour, de recruter et d'avoir des équipes. Parce qu'aujourd'hui, bon, je pense que vous ne l'apprenez pas, on a des problématiques de recrutement, c'est sûr, mais on a des problématiques aussi pour fidéliser les équipes. Et sans développer votre compétence de leadership, bon courage. C'est votre leadership qui vous permet d'attirer les perles rares, de faire en sorte que ces perles rares, elles correspondent avec votre vision, parce qu'il faut partager la même vision avec ses collaboratrices, sinon un petit problème. Parce que si mes collaboratrices partagent cette même vision, alors on fera les objectifs. Et plus on fait les objectifs, plus c'est satisfaisant et plus on a envie de rester et de contribuer en fait à la croissance de votre entreprise. Et c'est ça en fait que vous cherchez quand vous avez un projet et que vous recrutez, c'est est-ce que la personne en face de moi, elle va embarquer dans mon bateau et elle va me permettre de faire grandir. Est-ce qu'elle a envie de faire grandir cette aventure en fait. Le leadership est une compétence absolument indispensable et ça c'est parmi les compétences qu'on n'aura jamais fini de développer. On apprendra toujours. Donc voilà pour cette 10e erreur. Finalement, on voit que voilà, le panel qu'on vous a retranscrit, peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont déjà passés aussi par ces phases-là. Maintenant, on va regarder vraiment quelles sont les étapes pour pouvoir mettre les chances de votre côté. Alors c'est cette étape, vas-y. Pardon, ouais. Des étapes, on en a répertorié 7. 7 étapes vraiment clés qui vous permettent justement d'aboutir à un projet qui soit dynamique et qui vous permette finalement, du point de départ, votre idée, l'envie un peu comme moi il y a 10 ans en me levant d'aller chercher un local, jusqu'au jour où finalement on va devoir tourner la clé de la boutique, ouvrir et évidemment avoir des clients dès l'ouverture, parce que finalement c'est ça l'objectif, hein. On n'ouvre pas un centre pour le jour J, l'ouvrir et dire « Ah, je suis bien chez moi ». Maintenant par contre il va me falloir du monde pour pouvoir rentabiliser tout ça. Donc la première étape, c'est de pouvoir préparer sereinement votre projet, d'y réfléchir, de poser toutes vos idées, de travailler sur la vision, parce que c'est en fait finalement votre point de départ, puisque c'est à partir de là, votre vision, ça va être vos rails pour développer, créer le lieu, le concept qui vous permettra de raconter cette jolie histoire que vous avez envie de faire vivre à vos clients, donc au travers de cette expérience et de ce parcours client. Donc tout ça, il faut le préparer en amont et évidemment aboutir à un business plan pour aller décrocher vos emprunts si vous en avez besoin, des prêts à taux zéro, des prêts de région, pour que vous puissiez concrétiser votre projet. Donc ça, c'est finalement une grosse partie. Aller voir la chambre des métiers, la chambre des commerces, faire les budgets d'immatriculation, quel statut je vais choisir. Voilà, toute cette étape peut-être pas très très fun, hein, parce qu'une fois de plus, on a envie déjà de penser à la déco et à la marque partenaire qu'on va mettre dans le centre. Mais pour autant, c'est une étape qui est indispensable, parce que souvenez-vous, voilà, moi j'ai dit dans les 3 erreurs capitales, c'était le statut de l'entreprise. Et pour le coup, sur le tard, ça a été une problématique. Donc il faut vraiment prendre le temps de cette phase de préparation, de business plan, d'études de marché, pour pouvoir avoir un projet qui soit concret. Deuxième étape, le rétro-planning des 3 mois avant l'ouverture. Organisation. Alors ça, on adore ça. Gérer son temps, time management, s'organiser, faire des petites to-do list concrètes qui vous permettent de gagner en efficacité, surtout de ne rien oublier, parce que finalement, c'est un moment où il y a tout qui bouillonne, on a le cerveau qui chauffe un peu à 90 degrés, qui part dans tous les sens. Ah tiens, j'ai vu ça, oui, vite, il faut que je le note. Donc ça permet de se poser et vraiment d'imaginer sur les 3 mois avant l'ouverture tout ce que je vais devoir mettre en place, qui je vais devoir relancer. Oui, alors lui, tiens, il m'avait promis un devis, il ne me l'a pas encore fait, pourtant j'en ai besoin pour ça. Là, je n'ai pas encore ma date de réception pour mes équipements, pour mon mobilier, comment ça se passe.
Donc voilà, ça permet en fait finalement de aussi lâcher un petit peu de sac à dos, de poser les éléments et de pouvoir avancer sereinement sans ne rien oublier. D'accord? Donc rétro-planning, organisation avant l'ouverture jusqu'au jour où comment est-ce que je vais m'organiser pour justement profiter de cette belle journée du mieux possible. Troisième étape, le manuel de procédure. Alors là, c'est indispensable cet élément, surtout si vous travaillez en équipe. Mais comme disait Tiffaine tout à l'heure, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Peut-être qu'aujourd'hui, je démarre seule, mais peut-être que je vais avoir un succès fou et je vais devoir recruter plus ou moins rapidement. Ou après, des fois, on a des créateurs qui savent tout de suite, moi, je ne recruterai jamais de ma vie, je vais travailler tout seul. Bon, ok, mais parfois, on peut changer d'avis. Donc, le manuel de procédure, finalement, ce sera un petit peu comme le mode d'emploi de votre centre, le manuel d'instruction, dans lequel vous, gérant, vous allez du coup poser par écrit comment utiliser, comment travailler, comment utiliser les espaces, comment accueillir les clients, comment présenter un lit de soins, une cabine de soins, comment gérer les stocks, comment passer une commande, comment prévenir si je suis malade. Voilà, donc ce manuel de procédure, alors franchement, c'est vraiment pas un truc fun à faire. Mais par contre, pour le futur, et en tout cas, si vous envisagez de travailler en équipe, il faut vraiment le faire parce que ça vous permettra de déléguer plus efficacement et d'éviter d'avoir oui, au fait, où est-ce que c'est rangé ça? Oui, au fait, qu'est-ce que je dois faire quand c'est ça? C'est tout là. Donc ça permet justement d'organiser correctement ces réunions, d'en parler, de former ces équipes à vous, votre concept, votre état d'esprit, ce que vous imaginez pour votre centre et de le poser là-dedans. Alors évidemment, dans la phase de création, pour ceux qui sont à 1 an, 3 ans, 5 ans, ça sera l'occasion justement de se poser, une fois que la vision est claire et que je sais ce que je vais raconter comme histoire, justement de raconter mon histoire dans ce manuel de procédure. D'avoir le temps pour le faire, c'est une chance inouïe, donc il faut le faire dans la phase de création. Mais par contre, il va évoluer en fait, tout au long de la vie de l'entreprise. Quand parfois j'ai une situation exceptionnelle qui se présente, on se dit « Ah tiens, ça c'est pas dans mon manuel de procédure, ok ». Je le marque sur ma to-do list et puis la semaine prochaine, je vais rajouter la petite procédure qui me manque ou je vais mettre à jour ma procédure parce que elle raconte plus l'histoire de la bonne manière. Donc manuel de procédure, troisième étape. Ensuite, les aménagements avec le matériel et les équipements. Vous vous souvenez tout à l'heure, en premier lieu, j'ai envie de choisir ma marque et de choisir ma déco. Finalement, c'est la quatrième étape. Donc là, je vais me mettre à lister tout ce qu'il va me falloir dans chacun de mes espaces, qui je vais devoir contacter, qui sont les partenaires que j'ai sélectionnés, pour finalement savoir où se trouvent tous les éléments que j'ai imaginés pour mon centre. Cette partie préparation de l'aménagement, en fait, ce qu'on vous fait travailler dans cette partie-là, c'est un peu comme si vous prépariez le brief pour l'architecte. Parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup qui nous disent « Non, mais c'est bon, j'ai l'architecte, je vais voir avec lui ». Mais en fait, plus vous allez aussi pouvoir guider l'architecte, plus vous éviterez des allers-retours et il faut qu'il recommence les prises et ça va pas là, etc., etc. Donc déjà, dans cette phase d'anticipation et de rédaction de votre brief pour l'architecte, ça vous fait économiser énormément de temps ensuite. Comme le comptable, en fait. Le comptable, lui, il va juste transposer des chiffres que vous allez lui communiquer. Mais le comptable, autant il va s'occuper de boucherie, de boulangerie, de papeterie, de tout type d'activité. Et en fait, il ne sait pas réellement comment fonctionne notre métier, les remplissages de cabines, comment se décompose, en fait, se ventile votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Parfois, l'architecte, à moins qu'on ait pris potentiellement un architecte spécialisé dans le monde de la beauté, et encore des fois, les architectes, ils ont des idées un peu bizarres. Moi, il m'est déjà vu une fois un lavabo à l'autre bout de la cabine alors que la tête du lit était là avec la prise là-bas. On se retrouve avec des fils de partout. C'est un peu bizarre. Donc, une fois de plus, c'est vous qui savez ce dont vous allez avoir besoin. Et le fait justement de poser toutes vos idées et vos besoins par écrit, ça permet de gagner, comme disait Tiffaine, un temps fou sur l'élaboration en fait, de votre projet et d'éviter d'avoir à rappeler l'architecte. Par contre, la prise, il faut la déplacer là-bas parce que ça suppose évidemment de refaire des salissures, de remettre un coup de peinture, de déplacer des choses. Et ça va vous faire perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent et parfois même, il faut repayer des travaux. Voilà. Donc, d'anticiper, d'organiser cette partie-là, c'est un point essentiel. Cinquième étape. Le plan de management.
Le plan de management, donc évidemment, quand on envisage de travailler en équipe, il faut le préparer en amont, un peu comme tout en fait, finalement. Tout préparer en amont, s'organiser. Et donc là, vous allez réfléchir justement à comment est-ce que vous allez dynamiser vos équipes, communiquer avec vos équipes par rapport à vos réunions, points quotidiens, réunions hebdomadaires, réunions mensuelles, points trimestriels, discuter de vos objectifs pour tous ensemble atteindre ce que vous vous êtes fixé, parce que finalement on est tous dans le même bateau et puis on vogue normalement dans le même sens. Bon, des fois on perd un peu pince-mi, pince-moi, mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Et donc plus vous allez être clair, bien dans vos baskets sur cette partie management, et en fait on fait un rappel avec le leadership parce que tout s'imbrique ensemble, et plus vous aurez de chances de votre côté de conserver ces fameuses perles rares qui sont quand même parfois pas simples à trouver, portent bien leur nom, des perles rares, mais une perle rare pour vous sera peut-être pas la perle rare de quelqu'un d'autre, donc ça permet de se partager un peu les perles rares et d'arriver justement à travailler toute cette, ce management ensemble et dynamiser tout ça. Ensuite, le plan de formation et d'intégration. Alors ça, sur les accompagnements de créateurs, très souvent, dans 90% des cas, c'est un point qui n'est absolument pas anticipé. Potentiellement la formation de marque, et encore pas toujours. Et donc du coup, j'ouvre mon centre et ok, bon voici le téléphone, débrouille-toi, et puis on verra après ce qui se passera. Donc ça, c'est un point clé, si vous voulez que justement les personnes qui travaillent avec vous soient en phase avec ce que vous faites, racontent l'histoire comme vous avez envie de la raconter, par exemple au travers du manuel de procédure, parce que j'imagine que vous avez une conception très claire de la façon dont vous voulez que votre équipe réponde au téléphone, mais si vous ne l'avez pas formée pour ça, elle va répondre comme elle aura envie ou l'habitude de répondre au téléphone. Donc la formation, finalement, là je prends l'exemple de l'appel téléphonique, parce qu'on passe des appels mystères, ou parfois on fait des visites mystères, et parfois on entend des choses surprenantes, qui font que parfois il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait personne en fait sur le planning. Donc le client n'a pas très envie de venir, mais voilà, c'est un fait, c'est une réalité. Donc la formation, c'est un élément central, clé, autant pour le gérant, parce que du coup il y a toute une partie de formation que le gérant doit potentiellement suivre pour étoffer ses compétences de commercial, de leader, de marketeur, de gestionnaire, mais aussi l'équipe autour de votre vision, de votre concept, de la vente, du parcours client, donc tous ces éléments-là que finalement elle ne peut pas inventer parce qu'elle arrive peut-être de l'école, donc toute fraîche, ou il d'ailleurs, parce qu'on a des esthéticiens aussi maintenant, où arrivent d'autres expériences passées, peut-être dans des structures un peu différentes, et puis lâcher là au milieu, nécessairement ça peut que moyennement se passer, voire mal se passer, parce qu'on se retrouve là un petit peu perdu, à pas savoir quoi faire. En plus on embauche, on est un petit peu stressé, on a peur de mal faire, on est en période d'essai. Donc l'idée un petit peu de tout ça, c'est de pouvoir justement tout le monde être à l'aise dans ce rôle que chacun va devoir jouer pour que l'histoire soit belle. Donc plan de formation et d'intégration. T'as quelque chose à rajouter ? Et non, c'est parfait. C'est bon ? Et du coup, le plan de networking, pour finir. Alors le networking, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un élément aussi clé. De toute façon, les 7 étapes sont clés pour pouvoir aboutir à une ouverture avec succès. Et donc là, l'idée, c'est que vous puissiez vous poser, réfléchir aux clients que vous voulez attirer chez vous. Parce que est-ce que j'ai envie de plaire à tout le monde ? Peut-être pas. Parce que si j'ai une cible très spécifique, il faut l'assumer. Et puis, peut-être par mon positionnement de soins ou mon positionnement de prix, j'aurai qu'une catégorie de clients. Donc, de savoir qui je veux chez moi. Et donc, du coup, de réfléchir de quelle manière je vais pouvoir justement les attirer à moi et m'organiser en amont de l'ouverture pour faire en sorte que, dans le cadre de l'inauguration, dans le cadre de ma première semaine d'ouverture, ou voire même en amont, parce qu'on a des cas où, avec par exemple la réservation en ligne, vous pouvez très bien teaser
sur les réseaux, au travers de votre réseautage, de différents salons, d'aller voir différents partenaires, les commerçants alentours, faire en sorte d'avoir déjà la réservation en ligne d'ouverte 15 jours en amont et d'ouvrir et d'avoir déjà vos premiers soins dès l'ouverture. Donc ça, c'est une question à nouveau d'organisation. Aussi de mettre sa casquette de commercial et d'accepter d'aller au-devant des gens pour fonctionner, parce que finalement, oui, on a une belle histoire, j'ouvre ma boutique, mais si je n'ai pas raconté mon histoire à qui que ce soit, personne ne saura que j'existe. D'ailleurs, souvent en formation, je dis, ça ne sert à rien de savoir bien chanter si on chante que dans la douche. Il faut aussi accepter de chanter dans la rue. Donc le networking, c'est un petit peu ça. Il faut aller chanter dans la rue, raconter son histoire, proposer son projet et puis donner envie aux clients de venir vous rejoindre pour vivre cette belle expérience. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez vous organiser jusqu'à qu'est-ce que je vais mettre sur ma table de traiteur, quel discours je vais pouvoir donner le jour où je vais ouvrir ma boutique et remercier tous les partenaires qui m'ont suivi dans le cadre de la création au travers de ce plan de networking. Parce que c'est vrai que souvent, on compte beaucoup et on repose toute la communication. Souvent, quand on me dit moi, je fais ma communication, on me parle de la communication digitale. Mais n'oubliez jamais la puissance de la communication locale. Parce que c'est votre notoriété, les relations que vous créez avec des commerçants ou des associations ou des gens qui habitent autour de chez vous est vraiment déterminante dans la réussite de votre centre, d'avoir des clientes qui connaissent et qui vous... J'ai entendu parler de vous. Et ça, c'est très important, j'ai entendu parler de vous. Alors, pour ces 7 étapes, apprendre dans l'ordre, on va maintenant se poser les questions les plus fréquentes que l'on a quand on accompagne les chefs d'entreprise. On vous a fait une petite synthèse qu'on va aborder rapidement. Je crois qu'il nous reste 10 minutes. C'est parfait. Alors, question numéro 1. Faut-il faire une étude de marché ? Alors ça, c'est une question qu'on a assez souvent. Est-ce que je dois faire une étude de marché ? Alors j'ai envie de dire, c'est quand même le principe de l'étude de marché, c'est de finalement connaître ma zone de chalandise, qui m'entoure, et puis finalement de réfléchir à ces fameux clients que je veux chez moi, et comment est-ce que je vais pouvoir communiquer et les attirer à moi. Donc une étude de marché, oui, ça semble intéressant d'en faire une. Maintenant, potentiellement, aller faire une étude de marché à nouveau dans une structure qui ne connaît pas forcément notre métier, bien parfois, et ça m'est encore arrivé là récemment, c'était pas finalement efficace. Les informations qui avaient été collectées étaient des informations très généralistes. Et par exemple, il manquait le panier moyen potentiel des futurs clients, il manquait la fréquence de visite potentielle des chalands, est-ce qu'il y avait des résidents secondaires, est-ce qu'il y avait des résidents fixes, quel budget par mois ils pensaient attribuer à leur beauté. Donc voilà, toutes des questions finalement qui pour nous sont essentielles et qui n'étaient pas traitées en fait par cet organisme-là et qui pour le coup a coûté plusieurs milliers d'euros à la cliente en question. Donc est-ce que c'est judicieux d'aller dépenser tous ces euros avant même d'avoir démarré pour collecter des informations qui sont en plus même pas forcément qualifiantes ? J'ai envie de vous dire peut-être pas. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vous-même faire votre propre étude de marché au travers de questions que vous préparez, que vous collectez, parce que vous savez, vous connaissez les informations dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite travailler votre prévisionnel budgétaire. Et c'est ces questions-là qu'il va falloir collecter au travers potentiellement de démarchage physique, en posant des questions autour de soi, en contactant, comme disait Tiffaine, des associations de commerçants, des associations de parents, en fonction des cibles en fait, finalement, que vous voulez toucher. Idée, par exemple, qu'une de nos clientes l'a fait récemment, et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné pour elle. Elle est allée démarcher la mairie de la commune dans laquelle elle allait s'installer, différents partenaires, et puis elle a collecté en fait les mails au fur et à mesure et a intégré en fait un questionnaire sur Google Forms qu'elle a transféré, qu'elle a communiqué aussi et diffusé sur les réseaux sociaux. Et au travers de ce questionnaire avec son étude de marché personnalisée, elle a pu collecter une centaine d'adresses mail, même 120 exactement. Et en fait, ça lui a permis aussi d'ouvrir et de démarrer avec ces 120 mails avec lesquels elle peut communiquer. Donc, elle a
donner des nouvelles des travaux, de l'avancement, du choix de la marque, de la carte de soins. Et elle a fait une ouverture avec 40 rendez-vous pris sur sa journée d'inauguration, avec plus de 2 semaines de rendez-vous, de planning plein dès l'ouverture. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette partie étude de marché, mais une fois de plus, personnalisez-la en fonction de vos besoins. C'est vrai que par rapport à cette question, c'est ce qu'a fait Émilie avec son étude de marché qu'elle a menée elle-même, c'est qu'elle s'est déjà créée en fait une communauté de clientes qui étaient dans l'attente. Parce qu'en plus, elle a vraiment joué là-dessus, sur cet effet teasing. Merci d'avoir répondu au questionnaire, regardez les photos du centre, etc. Elle avait déjà des gens ciblés à qui envoyer l'histoire qu'elle voulait raconter. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. Ça ne demande pas des milliers d'euros, c'est juste de bien vous le préparer et de l'utiliser avec déjà un carnet d'adresses de gens qui potentiellement ont envie de vous suivre, et dès que vous ouvrez, ils sont là. Deuxième question, quel statut faut-il choisir? Ça, c'est une question qui revient aussi beaucoup. Quel statut choisir? Là, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de choisir un statut qui protège votre patrimoine personnel. Évidemment, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et en cas de danger ou de problématique pour le futur, évidemment, l'objectif, c'est de protéger son patrimoine perso. Donc ça, après avoir avec comptable ou avocat conseil, mais tout ce qui est statut SAS, SASU, SARL, en gros, tout ce qui met de côté votre patrimoine personnel, évidemment, est à privilégier. Après, avoir en fonction du statut qui vous convienne le mieux. Même si aujourd'hui, il y a des lois qui sont passées pour protéger ne serait-ce que la résidence principale. Mais il y a aussi le statut marital qui compte. Il y a plein de paramètres qui peuvent potentiellement engager le personnel dans l'entreprise. Donc, anticipez bien cette partie-là, parce que pour le coup, ça peut coûter cher. Troisième question, quelle structure d'équipe choisir? J'ai envie de travailler en équipe. Est-ce que je dois recruter dès l'ouverture? Combien de personnes je prends? Est-ce que j'attends? Combien de temps j'attends? Etc. Cette réponse-là, elle se trouve dans ce fameux prévisionnel budgétaire qu'on crée avant d'aller voir les banques. Parce que vous avez cette vision de travailler avec une équipe, on va le projeter dans votre prévisionnel et vous allez savoir si, par rapport à la structure, par rapport à vos charges, combien de personnes vous devez avoir pour absorber les charges fixes. Et on joue sur les taux d'occupation dès qu'on prévoit si j'ai 2 personnes à l'ouverture, je les occupe à 50%, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est bon sur nos ratios? Bon, si on met une 3e personne ou si on augmente les taux d'occupation de ces 2 personnes, qu'est-ce qui se passe? Donc tout ça, c'est travailler avec ce prévisionnel budgétaire. La réponse se trouve dans vos chiffres. 4e question. À quel moment dois-je chercher ma marque partenaire? On avait dit que c'était une des premières erreurs. Là, pour le coup, je pense que la réponse, vous l'avez eu un peu au fil des échanges qu'on a fait précédemment. Bien, la marque partenaire est à choisir évidemment une fois que la vision est claire et que vous savez quelle histoire vous voulez raconter. Et ça sera finalement, la marque partenaire, un outil pour raconter votre histoire et pas l'inverse. De façon à ce que aussi vous puissiez complètement vivre votre propre identité avec une marque qui vous accompagne. Et à nouveau, une fois pas l'inverse. Donc tout à la fin. Question numéro 5. Quel local dois-je choisir pour mon projet et comment l'aménager? Alors, c'est pareil, ça faisait partie des 2 erreurs du départ. La réponse à cette question, c'est tout dépend. Tout dépend de ce qu'on a y faire à l'intérieur, du projet, du concept, de la vision, et aussi, à nouveau, du prévisionnel budgétaire qui permettra justement de savoir si ce local-là me permet d'être à l'équilibre, de générer la marge dont j'ai besoin. Donc, c'est à nouveau, en fait, le prévisionnel budgétaire qui donnera la réponse à cela. On peut avoir l'ambition d'avoir un immense local, mais si ce n'est pas envisageable et qu'en plus, il y a des zones qui sont perdues, il n'y a pas d'intérêt. Il y a aussi la localisation qui compte. Mais à nouveau, c'est le prévisionnel budgétaire qui le dira. Question numéro 6. Quels équipements spa dois-je choisir si j'ai un projet d'ouvrir un spa? J'ai des tas d'équipements qui me font de l'œil. Qu'est-ce que je choisis? Parce que parfois, ça coûte très cher. On a des devis qui sont parfois salés. Alors, ma recommandation, avant toute chose, c'est d'étudier vos budgets et vos retours sur investissement, comme je vous disais dès le début. C'est que vous devez savoir combien ça vous coûte, mais vous savez aussi
combien ça va vous rapporter. Et les chiffres des équipementiers sont vraiment à remettre par rapport à votre structure à vous. Donc étudiez bien les informations qu'ils vous donnent, remises à votre sauce. Deuxième point par rapport à ces appareils, il va falloir les intégrer directement dans votre parcours client. Et ça, c'est souvent quelque chose qui n'est pas suffisamment fait. Pour favoriser justement ce retour sur investissement, il faut que vous puissiez l'intégrer dans votre carte de soins, mais pas que en fait. La carte de soins, c'est juste un document où il est écrit tout un tas d'informations, mais c'est vous qui la faites vivre. C'est vous et votre équipe qui vendez votre carte de soins. Donc il faut vraiment intégrer ces équipements complètement dans votre parcours client pour faire qu'en fait, voilà, un client vient et passe par ces équipements-là. Le taux d'occupation de ces équipements, c'est un indicateur qu'on va suivre énormément. Et puis troisième petite astuce, ça serait, mais ça dépend aussi de votre concept et de votre vision, mais c'est vrai que les espaces privatisés deviennent des valeurs un peu plus sûres. On l'a vu avec Covid, pour tous les centres qui avaient des équipements accueillant plusieurs personnes à l'intérieur, il a fallu repenser complètement le système. Beaucoup de ces entrepreneurs ont choisi de faire privatiser ces espaces, mais au niveau budgétaire, au début, ils n'étaient pas prévus pour ça. Donc ça a eu des conséquences aussi financières sur le long terme. Donc c'est vrai que si vous choisissez d'ouvrir avec des équipements, peut-être voir au niveau du concept à revalider si ce n'est pas en espace privatisé, pour simplifier aussi la gestion opérationnelle derrière. Et puis dernière question, comment organiser la formation ? La formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut l'organiser à la fois pour le gérant en amont, pour être justement préparé à travailler tout ce prévisionnel budgétaire, son leadership, en gros, les 5 casquettes qu'on a vues tout à l'heure. Alors, pour le coup, on sait en porter une pour réaliser les soins, mais il y a les 4 autres à travailler. Donc, en fonction de vos compétences, de vos forces et de vos axes d'amélioration, l'idée, c'est de pouvoir sélectionner les formations qui vous sont utiles pour ça. Et puis aussi d'anticiper justement en amont de l'ouverture la formation des équipes. C'est pas, on verra plus tard, hein, et, comme je vous ai dit, il faut qu'elle soit en mesure, dès l'ouverture, de raconter l'histoire dans la bonne langue. Tant qu'à faire, c'est quand même plus pratique pour communiquer avec les clients. Et ça passe par la formation, autant sur la vision que sur les procédures, que sur le parcours client. Donc ça s'organise en amont, potentiellement, suivant la carte et la structure. Ça va varier au niveau de l'anticipation, mais il faut l'anticiper en amont de l'ouverture.